Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Ce qui serait le cas aujourd'hui d'Adonis Stevenson, le boxeur québécois. Il a récemment subi une intervention chirurgicale en raison de blessures majeures à la tête après son match du 1er décembre dernier qu'il a perdu par KO. Le champion des poids mi-lourds est récemment donc sorti d'un coma artificiel. Il va mieux, même s'il est certain que cet épisode aura des répercussions du côté de sa santé, mais aussi peut-être du côté de sa carrière. Une étude américaine soutient qu'il existe des effets à très court terme d'une commotion cérébrale sur la vie des sportifs. Là, c'était des hockeyeurs de la LNH. Des chercheurs se sont intéressés au parcours de 2194 joueurs entre 2008 et 2017. Les résultats de l'étude montrent que les sportifs blessés vivent une carrière plus courte que les autres, 2 saisons après la blessure environ, et connaissent des baisses de performance et de salaire. On entend souvent parler de commotion cérébrale pour les joueurs de hockey et de football américain, mais elle touche aussi de nombreux boxeurs. Faut-il toutefois abolir ce sport comme l'a soutenu le neurochirurgien Georges L'Espérance au lendemain de l'incident? Des boxeurs tels que Marie-Ève Dicker défendent plutôt ce sport et disent que l'objectif du combat est surtout de toucher sans se faire toucher. Malgré les mises en garde et les pétitions, les commotions cérébrales sont présentes en boxe comme au sein de nombreux sports, tant pour les sportifs professionnels que pour les sportifs amateurs. Dans une précédente émission, nous nous étions demandé comment prévenir ce type de blessures chez les sportifs et si l'on pouvait mieux réglementer les sports violents. Aujourd'hui, nous nous intéressons au retour au ring. Nous vous parlons de la vie après une commotion cérébrale. Restez là. Pour parler de sport et de commotion cérébrale, particulièrement dans la boxe, je rejoins Renan Saint-Just, boxeur professionnel, champion intercontinental WBA, WBC et NABA, ancien combattant de kickboxing et de combat extrême, aujourd'hui à la retraite et propriétaire d'un club de boxe à Repentigny, le club de boxe 35. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous réagi à ce qui s'est passé pour Adonis Stevenson? Bon, c'est évident que ça a été tout un choc, toute une surprise. De par Adonis est un ami que je connais depuis longtemps. On a boxé au niveau amateur ensemble et professionnel aussi. Donc, et en tant que champion du monde, on s'attend jamais à ce que ça arrive à aucun boxeur, même si la boxe est un sport de contact. Mais on pense jamais au pire. Même en tant que boxeur, je pense qu'il n'y a aucun boxeur qui monte sur le ring en pensant au pire ou qu'il va arriver quelque chose. Donc les commotions cérébrales ou les traumatismes cérébraux, c'est pas un risque à prendre quand on est boxeur ou sportif professionnel? Souvent, tous les sports de contact, que ce soit le hockey, le football, les sports de contact, les commotions cérébraux sont plus risquées, c'est évident. Mais les athlètes sont bien préparés. Je pense que il n'y a aucun boxeur qui monte sur le ring sans préparation. Donc, on est préparé, mais c'est sûr que le danger est là. Donc, faut pas le minimiser, faut pas y penser constamment, sinon on n'arrivera pas à performer. Mais faut faire en sorte d'être le mieux préparé possible et faire le travail que les boxeurs vont faire. Oui, la championne Marie-Ève Dicker, qui défendait ce sport, disait que l'objectif du combat, c'est de toucher sans se faire toucher. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, c'est sûr. Moi, c'est la façon dont j'ai boxé, moi, et c'est la façon dont j'apprends à mes élèves aussi à boxer. Donc, moi, je suis pas friand du style coup pour coup, comme exemple, comme Arturo Gatti faisait. Tu vois, donc c'est coup pour coup et le plus fort l'emporte. Là. Mm-hmm. Donc, moi, comme si vous connaissez un boxeur comme Floyd Mayweather qui se fait quasiment pas toucher, oui, il y a le talent, mais il y a un style qu'on peut prendre pour toucher sans se faire toucher. Mais les fans et même les réseaux de télé, lorsque tu es champion du monde ou lorsque tu veux
performer en popularité et avoir de meilleures bourses, c'est ce style de combat-là, malheureusement, qui sont plus favorisés, qui sont plus aimés par les fans. Tu comprends? Donc, les gens aiment beaucoup quand deux boxeurs se frappent, à qui mieux. Oui. Donc, au détriment de la technique parfois. Ouais. Avez-vous vécu de tels épisodes ou des boxeurs de votre entourage, dans votre entourage? Oh, oui, des KO, oui, mais des commotions? Majeure partie, hein? Des commotions? Ben, des commotions personnelles, non, moi non. Mais maintenant, les commotions peuvent être à différents niveaux, à différents degrés. Tu peux faire un combat et avoir un petit mal de tête le lendemain et ensuite, c'est correct. Mais c'est sûr que je connais beaucoup de boxeurs qui se sont fait mettre KO. Je connais d'autres boxeurs même qui continuent même après, même en ayant un petit mal de tête de temps en temps. Souvent, on n'associe pas nécessairement les mal de tête qui sont pas fréquents avec le sport qu'on fait. Donc, c'est pour ça que même certains joueurs de football, c'est après leur retraite, lorsqu'ils arrêtent, et puis les plus gros symptômes arrivent, mais souvent, je dis souvent aux boxeurs que ce sont les boxeurs qui se connaissent, qui savent lorsqu'ils sont moins performants, lorsqu'ils diminuent, et souvent, ils prennent la décision un peu trop tard. Oui. Est-ce que c'est tabou dans le sport que vous faites de parler des commotions cérébrales? Tabou, un peu moins maintenant, je crois, parce que maintenant, on en parle de plus en plus, mais je vous dirais que ça arrive pas souvent qu'un boxeur se plaigne de mal de tête. Oui, ou de désorientation. Non. C'est même c'est pas tout le temps pour cacher, mais parfois on a un petit mal de tête et puis on pense que ça va passer. Et souvent ça passe. Ça passe, on a le temps de refaire un autre combat ou deux et ça revient, mais pas. On n'associe pas ça tellement. Rares sont ceux qui vont consulter après un premier mal de tête. Oui. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Comment Ben, la première personne qui doit vraiment surveiller son boxeur, qu'il connaît, c'est évidemment son entraîneur. Okay? Donc, l'entraîneur, souvent, ne doit pas être juste un entraîneur qui entraîne. Il doit parler à son boxeur et lui dire l'heure juste. Exemple, si le boxeur, selon l'entraîneur, doit arrêter ou doit mettre un terme à sa carrière, donc souvent, l'entraîneur doit être assez honnête pour lui dire. Mais souvent aussi, c'est que le boxeur qui veut continuer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste changer d'entraîneur. Oui. Et donc, c'est à l'entraîneur d'être honnête face à son boxeur. Et est-ce que j'en connais, moi, des entraîneurs qui ont refusé d'entraîner un boxeur pour telle raison et le boxeur est parti rejoindre un autre entraîneur. Oui. Donc le boxeur est celui qui a la réponse finale, mais l'entourage aussi doit lui glisser un mot, l'entraîneur, son gérant et même les membres de sa famille. Moi, la solution que j'ai pensé, parce qu'après l'événement d'Adonis, j'ai souvent pensé à comment qu'on pourrait minimiser ça, diminuer ces genres de risques-là. Et puis, certaines personnes ont mis comme solution des plus gros gants ou diminuer les nombres de rounds, parce que il y a plusieurs années, les rounds de combat étaient à 15 rounds. On les a diminués à 12 rounds. Il y en a qui parlent de maintenant de les diminuer à 10 rounds, même si on les diminuerait à 4 rounds. Parfois, tu peux recevoir le coup au premier round. OK? Donc, c'est pas vraiment ni les gants, ni le nombre de rounds. T'sais. Moi, je crois, exemple, parce que les tests physiques, exemple, chaque boxeur fait un test complet de scan, cérébraux, tout ça, mais une fois par année. OK? Donc, durant l'année, ensuite, on peut faire 4-5 combats. Mais moi, j'opterais surtout sur après chaque combat pour faire un test. Avant, bien sûr,
mais après chaque combat, faire un test, parce qu'il n'y a pas juste lors des combats, il y a les entraînements aussi. Parfois, les entraînements dans le gymnase, on reçoit aussi des coups. Donc, il y a des contacts qui se font aussi durant l'entraînement. Mais après chaque combat, on devrait faire un test pour voir comment le cerveau a réagi durant le combat. Donc, ça serait une des solutions, pas pour enrayer, mais au moins pour que le boxeur ait l'heure juste. Parce que souvent, moi, personnellement, j'ai déjà gagné des combats au 2e, 3e round. Et je pense que le lendemain, j'étais plus magané physiquement que celui qui s'est fait knocker. Parce que, on reçoit des coups, on les bloque, les coups sur les muscles, les coups partout. Puis, même si on gagne le combat, la soirée, on est encore sur l'adrénaline, on est content, et c'est le lendemain qu'on ressent tous les symptômes physiques et on a mal partout, même si on a gagné. Donc, je pense que ça serait peut-être une possibilité qu'après chaque combat, les deux boxeurs gagnent ou perdent, subissent un test cérébral ou pour voir si tout est correct. Oui, un petit bilan de santé. À continuer, ouais. Oui, un petit bilan de santé qui permettrait de savoir où on en est. Oui, parce que certains boxeurs boxent deux fois en 2 semaines. Oui, c'est rapide, hein? Oui. Ben, merci. Donc, merci beaucoup. Merci. Okay. On était donc en compagnie de Renan Saint-Just, boxeur professionnel, aujourd'hui à la retraite, propriétaire donc d'un club de boxe à Repentigny, le club de boxe 35. Merci. Bonne journée. OK, merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Je rejoins maintenant Dave Ellenberg, neuropsychologue et professeur à l'Université de Montréal, directeur de l'Institut des commotions cérébrales à Montréal et auteur de l'ouvrage Les commotions cérébrales dans le sport. Bonjour. Oui, bonjour. C'est donc un sujet que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Il y a aussi, plus récemment, on a publié le livre Tenir tête à la commotion cérébrale. Donc, c'est un livre qui est pour les jeunes, pour les adolescents aussi, pour apprendre à mieux connaître les commotions cérébrales et puis reconnaître ces blessures. Oui. Adonis Stevenson vient de sortir de son coma dans lequel il avait été plongé après son dernier match et l'opération. Son cerveau a été endommagé par les coups de son adversaire. Pouvez-vous nous rappeler ce qui se produit lors de commotions cérébrales? Faudrait aussi souligner que je crois, en tout cas, selon les médecins, Adonis Stevenson aurait eu quelque chose de plus grave qu'une commotion cérébrale. Il aurait probablement eu un traumatisme crânio-cérébral de niveau modéré à grave. Dans ce cas-là, ici, on va parler d'une atteinte permanente avec des lésions qu'on peut voir en imagerie cérébrale au cerveau, alors qu'une commotion cérébrale, c'est ce qu'on qualifie d'un traumatisme crânio-cérébral léger. Donc, lors d'une commotion cérébrale, c'est lorsque la tête est déplacée rapidement. Donc, le déplacement rapide de la tête peut être causé par un coup direct à la tête ou un coup à toute partie du corps, en fait. Vous savez, une mise en échec ou un plaquage au haut du corps sans que la tête soit touchée peut également causer une commotion cérébrale. Donc, la blessure se passe quand le cerveau, lui, se déplace très rapidement à l'intérieur de la boîte crânienne et va heurter les parois de la boîte crânienne. Là, il y a un écrasement des tissus, un étirement des tissus. Tout ça, ça va causer des micro-déchirures. Puis ça va causer aussi un déséquilibre chimique. Et à la suite de cela, on peut avoir une perte de connaissance, mais c'est assez rare. C'est dans 10% des cas. Et les premiers symptômes peuvent apparaître soit à la suite de l'impact ou dans les heures ou les jours jusqu'à 2 jours après. Puis là, il y a une série de symptômes. Les plus fréquents, c'est maux de tête, important maux de tête, fatigue, la fatigue qui persiste, des étourdissements, des maux de cœur. La plupart des gens, vous savez, se remettent de la commotion cérébrale à l'intérieur de 2 à 3 semaines. Si on se repose, évidemment. Ce qui est le problème, c'est que les gens ne reconnaissent pas nécessairement qu'ils ont une commotion cérébrale. Ils vont minimiser la blessure et puis ils vont continuer leurs activités, soit les activités sportives, le travail, donc retourner au travail trop tôt. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est malheureusement là, la recette gagnante pour développer un syndrome post-commotionnel. Ça, c'est-à-dire que les symptômes ne partent plus.
Les symptômes perdurent. Donc, se lever tous les matins avec des maux de tête, des étourdissements, avoir du mal à maintenir un effort mental pour plus de quelques minutes ou plus une heure. Et donc, ces gens-là vont se retrouver des semaines, des mois plus tard, dans un état, en fait, où ils sont handicapés. Ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus faire leurs activités parce qu'ils sont accablés par ces symptômes. Oui. Il n'y aurait pas de commotion cérébrale mineure selon la médecin Dr Anne Crowe de Waterloo, qui recommandait aux parents que leurs enfants évitent les sports tels que la boxe. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il faudrait que les parents interdisent à leurs enfants de pratiquer des sports comme ça? Je suis d'accord avec la docteure. Premièrement, c'est bien connu, là. Il n'y a pas de petite commotion cérébrale. Toutes les commotions cérébrales sont importantes. Même celles lorsque les symptômes vont se résorber là, à l'intérieur d'1 ou 2 semaines, parce que chaque commotion laisse une trace. La plupart du temps, 80% des gens s'en remettent bien, vont retourner à leurs activités et ressentiront pas de conséquences. Mais par contre, cette commotion-là, si on en a une deuxième, mais là, la situation va s'aggraver parce qu'il y a eu la première. Donc, les commotions cérébrales, c'est cumulatif. C'est pas comme si on repartait à zéro chaque fois. Et évidemment, des sports comme la boxe, pour moi, n'ont pas de raison d'être. Lorsque l'objectif est de donner des coups directs à la tête, cela n'a aucun sens parce que les gens ne réalisent pas la fragilité du cerveau. Et vous savez, malgré tout ce qu'on connaît des commotions cérébrales, et on en parle beaucoup là dans notre société, les scientifiques, on parle de leurs résultats, surtout les médias, c'est les médias, je crois, qui ont fait le plus gros du travail en sensibilisant les gens, mais le message passe pas nécessairement, je crois, parce que des sports comme la boxe chez les mineurs, pour moi, n'ont pas de raison d'être. Oui. Une seule commotion peut augmenter le risque de Parkinson, assure une récente étude qui a été menée chez 300 000 vétérans américains. Et il y a aussi des risques de démence ou d'Alzheimer liés aux commotions cérébrales à répétition. Est-ce que plus ça arrive, plus le risque augmente de séquelles augmente? Oui, c'est ce que je comprends. Exactement. Mais c'est un excellent point. C'est qu'on sait que les gens qui ont accumulé en moyenne 3 commotions cérébrales, et ça peut être à l'adolescence, lorsqu'ils sont jeunes adultes, lorsqu'ils vieillissent, ils vont avoir un vieillissement rapide, actif du cerveau. Donc, à l'âge de 45-50 ans, leur capacité mentale, leur capacité cognitive vont plutôt ressembler à celle de personnes de 60, 70, 80 ans. Et on sait qu'ils ont un risque 10 fois plus élevé d'avoir des symptômes qui vont ressembler à la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est pas exactement la maladie d'Alzheimer, mais les symptômes sont très, très similaires. Et cela, c'est lorsqu'on accumule en moyenne 3 commotions cérébrales. Vous savez, c'est pas rare, hein? Je le vois en clinique. Souvent, des jeunes qui vont consulter, évidemment, avec les parents, qui sont rendus à 14, 15, 16 ans, des boxeurs, évidemment, mais aussi des joueurs de football, des joueurs de hockey, qui sont rendus à 4, 5 commotions cérébrales. Oui, c'est énorme, hein? Ouais. Parlons un peu de l'après-commotion. Comment favoriser le retour à la vie normale? La première chose, avant de parler de l'après, pour avoir un bon après, c'est qu'il faut que les gens qui sont autour, qui encadrent les jeunes dans la pratique sportive, connaissent les commotions cérébrales et les reconnaissent. Il faut aussi que les parents, lorsqu'on décide que notre jeune va participer à un sport, les parents doivent être informés, ils doivent connaître les commotions cérébrales pour pouvoir bien les identifier et savoir quoi faire. Et la chose la plus importante pour qu'on ait une saine récupération, c'est le repos à la suite de la blessure. C'est-à-dire que le lendemain, on ne retourne pas sur les bancs d'école. Le lendemain, on ne retourne pas sur le terrain. Même la journée même, lorsqu'on soupçonne une commotion cérébrale, on n'est pas certain, le jeune n'a pas de symptômes, mais l'impact était solide, un impact important. Il doit être retiré de son activité sportive parce que s'il reste sur l'activité sportive, il risque d'en avoir une autre commotion, une autre blessure lors du même match, de la même activité, sont très élevés. Donc, première chose, on reconnaît, on retire et le repos complet. Repos complet, combien de temps? Il y a un petit débat dans la littérature. Pour ma part, je crois qu'on devrait rester au repos pendant au moins 5 à 7 jours. Le repos complet, c'est pas de faire la plante verte dans le noir dans sa chambre. Mais le repos complet, c'est de regarder un peu de télévision, d'avoir des conversations avec un ami, c'est de prendre des marches, des courtes marches,
c'est peut-être de faire un peu de lecture pendant 5, 10 minutes, 15 minutes. Si les symptômes sont trop importants, on n'en fait pas, on s'abstient. Donc, le repos, c'est de permettre au cerveau de se reposer. Et doucement, après cela, en fonction des symptômes que l'on ressent, on va reprendre les activités physiques petit à petit. Donc, on va préconiser généralement un retour en classe pour les jeunes 7 jours, une semaine et demie, 2 semaines après la blessure, mais un retour en classe qui se fait de façon progressive. C'est pas des journées complètes. C'est quelques périodes de cours par jour qu'on alterne entre peut-être des journées de repos, toujours en fonction des symptômes. Évidemment, lorsqu'on retourne à l'école, si on a raté 1 ou 2 examens, on les reprend pas au retour. On n'a pas pu les étudier pour ces examens-là. Notre cerveau n'est pas prêt non plus à faire un examen. Donc, ça doit être bien encadré. Et bien, le retour complet au jeu, si on peut le faire, c'est seulement lorsqu'on a fait un retour complet à l'école. C'est pas un retour complet à l'école, c'est d'être capable de passer 1, 2 journées complets sur les bancs d'école, travailler, étudier, faire les devoirs et les leçons le soir sans avoir de symptômes. Et c'est aussi d'avoir rattrapé le retard, s'il y a un retard à rattraper. Et là, je peux faire un retour complet à ma pratique d'activité sportive. Oui. Lorsqu'une commotion cérébrale, elle est bien gérée de cette façon-là, généralement, tout va bien. Mais, par contre, il y a un 20% des gens, soit qui ne gèrent pas bien la commotion cérébrale ou pour d'autres raisons, mais pour eux, les symptômes vont perdurer. Il existe aujourd'hui un guide énonçant des lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport, financé par l'Agence de la santé publique du Canada et développé par Parachute. Ça, c'est un organisme national qui s'est donné comme mission de prévenir les blessures évitables. Peut-on vraiment éviter les commotions dans ce genre de sport-là, les sports extrêmes? Si on parle de la boxe, évidemment, non, parce qu'un des objectifs, c'est les coups directs à la tête ou même des coups à la mâchoire, au visage, au haut du corps. On voit la tête en mouvement de balancier. Par contre, il y a d'autres sports pour lesquels on peut éviter de façon significative les commotions cérébrales. Et de plus en plus, ce que je comprends, c'est que les fédérations sportives mettent en place différentes stratégies pour diminuer le risque de commotion cérébrale. Par exemple, le hockey a presque plus de mise en échec. Le hockey amateur chez les jeunes, même de niveau compétitif, la mise en échec complète, elle est réservée seulement pour les classes bantam et midget, mais seulement pour les niveaux élites, donc les niveaux relève et 3A. Donc, si on regarde l'ensemble des jeunes qui pratiquent le hockey au Québec, c'est à peine 10% qui ont des mises en échec complètes. Mais par contre, il reste toujours des coups sournois. Il reste toujours un peu de violence. Et c'est là aussi qui est à l'origine de blessures. Même chose au football. Le plaquage au football a beaucoup diminué. Les jeunes apprennent de meilleures techniques également pour faire des plaqués, pour recevoir un plaqué. Et c'est encore réservé aux jeunes qui ont un espoir de progresser dans le sport vers un niveau élite professionnel. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Dave Ellenberg, directeur de l'Institut des commotions cérébrales, donc et auteur de 2 ouvrages sur les commotions cérébrales. On vous mettra les noms et le lien sur la page Internet de l'émission. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Bonjour, mon nom est Yann Giroux, je suis infirmier clinicien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et je suis aussi étudiant à la maîtrise à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet, les nouvelles résolutions. Il y a peut-être des gens parmi nous, même moi-même, qui a fait des nouvelles résolutions. Une qui revient souvent, à part l'exercice perdre du poids, il y a aussi l'association tabagique. Je veux arrêter de fumer maintenant. Et c'est souvent propice, en fait, les nouvelles résolutions, ça vient ensemble. Et la question qu'on va se demander, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut être le plus efficace pour arrêter de fumer la cigarette. On va regarder ça avec une perspective vraiment scientifique. Qu'est-ce que les résultats de recherche nous disent? J'ai effectué une petite recherche sur différentes bases de données et les résultats abondent. Il y a comme plein de façons de se prendre et ça va être difficile de rentrer en 4 minutes, mais on va essayer de couvrir le plus possible les méthodes. La plus efficace présentement, c'est un suivi avec un professionnel de la santé avec des interventions qui sont individualisées.
Ça montre significativement que les chances d'abandonner le tabagisme sont plus fortes. Donc, essayer de faire ça, tout ça dans son coin, seulement avec la motivation, ou juste de se dire du jour au lendemain, j'arrête, c'est peut-être pas la meilleure façon, la plus efficace, et ça va peut-être se transformer en une rechute. On va parler de la rechute un petit peu plus tard. La même revue qui a été faite estime que lorsqu'on combine l'intervention individuelle avec une patch ou un antidépresseur de bupropion, là, plus spécifiquement, les bénéfices sont mitigés. Peut-être ça aide un petit peu plus, peut-être ça aide pas du tout, mais ça fait pas de mal de faire un suivi individualisé avec de la médication. Les résultats dont je vais vous parler, là, les 2 résultats, c'est des résultats de grande qualité qui ont été faits à partir d'une revue de littérature. Donc, c'est 40 000 personnes qui ont contribué à faire ces 49 000 patients qu'on a observés, qu'on a mesurés les effets des interventions, et la qualité, elle est vraiment très grande. Aussi, pour ceux qui aiment moins travailler ça, qui se disent, peut-être que si je le fais avec d'autres personnes qui ont le même but que moi d'arrêter de fumer, ça va peut-être fonctionner. Les études s'intéressent aussi à ça, et ça démontre de façon significative aussi qu'en groupe, ça fonctionne. C'est mieux que de le faire seul. Et aussi, il y a une méthode qui est très contemporaine maintenant, la méthode du texto. J'étais pas au courant de ça comme clinicien, mais j'ai lu une étude de 2015 qui nous montre que, tout dépendamment de la fréquence des messages textes entre le professionnel de la santé et la personne qui souhaite arrêter de fumer, il y a 36% plus de chances d'arrêter de fumer lorsqu'il y a une certaine forme d'encouragement à travers les messages textes échangés entre les personnes. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. Ce qui importe à la fin, c'est le lien de confiance qu'on a entre la personne qui souhaite arrêter de fumer et le professionnel de la santé. Puis si jamais ça fonctionne pas, puis il y a une rechute, c'est pas grave, parce que de toute façon, si on a arrêté pour 1 semaine, 2 semaines, ou même une journée, c'est déjà mieux que de pas avoir essayé, que de pas avoir été capable de réduire sa consommation du tout. Donc, une cigarette à la fois, c'est un premier pas vers l'abandon tabagique, et de toute façon, si on essaye une fois, c'est sûr qu'on va avoir plus d'expérience si on recommence une 2e, 3e, 4e, 5e fois, et il n'est jamais trop tard pour changer les comportements de santé puis être plus en santé par la suite. Donc, c'est tout pour cette capsule, et on se reparle pour une prochaine capsule éventuellement. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous voulez réécouter cette émission? Nous avons des rediffusions durant la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique